Les toilettes de la station Cervelle et l'urine, la lumière fluorescente vacillante au-dessus plongeant Salvador Banks dans une lueur nauséabonde et fantomatique. Il fixait son reflet, 22 ans, les joues creusées par le stress, les yeux bruns cernés d'épuisement. La voix de son père résonnait encore à ses oreilles, même si le silence extérieur exprimait une vérité plus forte que les mots. Il ouvrit brusquement la porte entr'ouverte et sortit dans la pénombre humide du Mississippi. Le gravier crissait sous ses baskets tandis qu'il se dirigeait vers l'endroit où la voiture familiale était garée 10 minutes plus tôt. Mais l'emplacement était désormais vide, complètement, indéniablement vide. Instinctivement, ses doigts fouillèrent ses poches. Pas de téléphone, pas de portefeuille, pas de clé. Juste le billet de 10 $ qu'il avait glissé dans sa chaussette plus tôt pour manger, comme un prisonnier cache son espoir. Il attendit, pensant d'abord à une blague cruelle. Son père, Banks, était doué pour ça. Salvador entendait déjà Alan, son jeune frère, ricaner depuis la banquette arrière et dire « Allez, mec, c'était juste une farce. » Mais 5 minutes passèrent, puis 15, puis 40. Le soleil baissa la tête derrière les cyprès, projetant de longues ombres sur le terrain. Le chant des insectes s'éleva autour de lui comme une symphonie moqueuse. Et toujours rien. C'est à ce moment-là que Salvador réalisa qu'il avait été abandonné. Volontairement. Comme des déchets dont on n'a pas l'énergie de se débarrasser correctement. Et c'est aussi à ce moment-là qu'il a décidé qu'il ne reviendrait jamais. La dernière fois que Salvador avait vraiment ri en présence de sa famille, il avait 11 ans. C'était un soir d'hiver dans leur maison de Memphis, et il avait aidé sa mère à préparer des roulés à la cannelle maison. Pendant un instant, tout avait semblé normal. Mais le bruit des bottes de son père sur le carrelage de la cuisine avait mis fin à la chaleur aussi vite qu'elle était apparue. Pourquoi est-il là à rire comme une fille? Avait grogné Banks en jetant ses clés sur la table avec un bruit sec. Tu dois te durcir, mon garçon. Tu ne réussiras pas dans ce monde en ricanant pour du fric. C'était la première fois que Salvador avait appris que chez lui, la joie était dangereuse. 10 ans plus tard, ces mots résonnaient alors qu'il était assis sur un banc délavé devant cette aire de repos, les moustiques lui piquant les chevilles et le crépuscule absorbant les dernières lueurs du soleil. Il songea que tout ce qui lui était arrivé pendant ce voyage avait été préparé au fil des ans. Le trajet jusqu'en Alabama devait être un road trip familial. Sa cousine Delilah se mariait à Birmingham, et Salvador avait accepté à contre-cœur de venir. Il avait pris quelques jours de congé de son travail à temps partiel, préparé un petit sac et rejoint ses parents et son jeune frère Alan dans le vieux Chevrolet Tahoe noir de Banks. Alan, avec son éternel sourire narquois et son charme fin, passa tout le trajet à alterner vidéos TikTok et petites remarques suffisantes sur la vie de Salvador. Toujours en train de faire la vaisselle, hein? Avait-il lancé depuis la banquette arrière. Tu pourrais peut-être donner un coup de main au mariage, nettoyer les plateaux du buffet, ou quelque chose comme ça. Salvador ne dit rien. Le silence avait toujours été la solution la plus sûre. Mais cette fois, quelque chose en lui commença à craquer. Merci. Serrant trop fort le volant, il a ajouté son grain de sel habituel. Un homme de ton âge devrait déjà envisager de déménager. Alan a déjà reçu des offres de stage dans une entreprise d'Atlanta. Et toi, pendant ce temps, tu vis toujours sous mon toit et tu manges ma nourriture. Je paie un loyer, marmonna Salvador. C'était quoi ça? Les banques ont fait des étincelles. J'ai dit que je payais un loyer. Vous m'avez dit 400 $ par mois, et je l'ai payé. Alors, tous les mois. Le silence qui suivit était lourd d'insultes. Sa mère, Gloria, s'agitait maladroitement sur son siège, faisant semblant de ne pas entendre. Elle faisait toujours ça. Faire semblant de ne pas voir. Ne pas entendre. Surtout quand Salvador était la cible. Alan Ritt-Dousmet. Bon sang, j'ai un peu de cran maintenant. La voiture s'est arrêtée pour faire le plein juste à la sortie de Montgomery. Salvador est allé aux toilettes de l'aire de repos pour s'asperger le visage d'eau froide et reprendre son souffle. Lorsqu'il est sorti, le Tahoe avait disparu. Pas d'appel. Pas de SMS. Tout simplement disparu. Au début, il pensa qu'ils avaient peut-être tourné au coin de la rue. Peut-être que Banks essayait juste de lui donner une leçon. Mais la leçon fut bien plus cruelle qu'il ne l'avait imaginé. Il ne reviendrait pas. Salvador resta assis sur le banc jusqu'à ce que les insectes se taisent et que le néon de la station-service bourdonne dans l'obscurité. Il regardait les familles aller et venir, les mères ajustant les vestes de leurs enfants, les pères ramenant leurs tout-petits endormis à leur voiture.
Shala. Attention. Les choses mêmes qui lui avaient été refusées. Il a essayé de contacter le pompiste, mais l'homme, un jeune homme prénommé Chris avec des dreadlocks et les yeux injectés de sang, a simplement haussé les épaules. Tu n'as pas de téléphone? Zut! C'est dur, mon pote. Chris lui a donné une bouteille d'eau et lui a indiqué une ruelle près des bennes. Tu peux y dormir un moment, mais le gérant arrive à 18 heures. Il n'aime pas les flâneurs. Et c'est ainsi que Salvador passa sa première nuit, abandonné, recroquevillé sur un morceau de carton derrière la benne d'une supérette, sans autre oreiller que son sac à dos et sans autre musique que le bourdonnement des générateurs et la douleur de ses pensées. Le lendemain matin, quelque chose d'étrange se produisit. Alors qu'il se dépoussiérait, prêt à trouver un moyen de rentrer chez lui malgré sa fierté, un camion blanc s'arrêta près de l'allée des bennes à ordures, dépassant une femme noire d'un certain âge, vêtue d'une robe à imprimer tournesol et d'un tablier rouge sur lequel était écrit « Géraldine S. Grub, où l'âme est servie chaude ». Elle le regarda, puis hocha la tête. « Tu as faim, ma puce ?» Salvador cligna des yeux, doutant d'abord de sa confiance, mais à la façon dont elle le disait, ce n'était pas de la pitié. C'était quelque chose de plus profond, comme une reconnaissance. Il hocha la tête. Elle lui tendit une assiette en aluminium emballée et ne posa pas de questions. « Tu passes chez Sony plus tard? Tu me demandes ?» Puis elle remonta dans son camion et partit, lui laissant quelque chose de bien plus précieux que de la nourriture, une bouée de sauvetage. Ce jour-là, alors que le soleil se levait sur les arbres bas de l'Alabama, Salvador prit la décision, non seulement de survivre, mais de ne jamais laisser ceux qui l'avaient abandonné écrire la suite de son histoire. Il l'avait abandonné à une station-service, mais il se construirait un avenir dont personne ne pourrait plus jamais se séparer. La première bouchée de Géraldine suffisait à faire oublier à Salvador, l'espace d'un instant, qu'il dormait derrière une benne à ordures. Le gruau était crémeux et encore chaud, les œufs moelleux avec une touche de fromage, et le pain de maïs était épais, sucré et beurré à tel point qu'il fermait les yeux en le mâchant. Il mangea lentement, savourant chaque bouchée comme si c'était la dernière, utilisant le papier aluminium comme une assiette improvisée, assis sur une caisse de lait renversée. Cela faisait 24 heures qu'il avait été abandonné. Le soleil se leva à nouveau, lourd et humide, projetant une douce lumière ambrée sur le côté de l'épicerie. Le monde continuait de tourner, indifférent et inconscient du fait que la vie de quelqu'un venait d'être brisée. Il n'arrêtait pas de se dire qu'il devrait trouver un moyen de retourner à Memphis, qu'il devrait emprunter le téléphone de quelqu'un et appeler quelqu'un, peut-être un collègue, peut-être son responsable à la station de lavage. Mais chaque fois qu'il imaginait le visage de Bank ou le rire suffisant d'Alan, il s'arrêtait net. Pourquoi retourner dans une maison qui ne lui ressemblait jamais? Pourquoi ramper vers des gens qui lui avaient clairement fait comprendre qu'il était jetable? Cet après-midi-là, Salvador se rendit au restaurant de Sony, comme on lui avait demandé. Le bâtiment était petit et carré, ses murs blancs délavés par le temps, mais les fenêtres étaient claires et propres. L'air embaumait le bacon frit et la cannelle, et une pancarte peinte à la main au-dessus de la porte annonçait « Sony S, nourriture pour l'âme, servie avec grâce ». À l'intérieur, des ventilateurs de plafond brassaient lentement l'air chaud, une vieille enceinte dans un coin diffusait de la musique gospel à voix basse, et les box étaient remplis d'habitués sirotant leur café et discutant comme en famille. On se sentait dans un autre monde, chaleureux, terre à terre et authentique. Derrière le comptoir se tenait Géraldine. Ses cheveux étaient relevés sous un foulard, sa peau foncée rayonnait de cette grâce acquise au prix d'années de travail acharné et de persévérance. Elle essuyait une assiette quand elle le vit entrer. « Tu as mis du temps, » dit-elle sans lever les yeux. « Je ne voulais pas paraître désespéré, » dit Salvador doucement, hésitant sur sa voix. « Tu le es, » répondit-elle, toujours sans regarder. « Mais ce n'est pas grave. Les hommes désespérés deviennent des hommes déterminés. Tu n'as plus qu'à choisir lequel tu seras. » Elle se tourna finalement vers lui et fit un signe de tête vers l'arrière-cuisine. « Tu as déjà fait la vaisselle? »« Oui, madame. »« Bien, parce que je déteste faire la vaisselle, et mon serveur vient de filer avec une serveuse de la ligne. À partir d'aujourd'hui, tu manges après ton service. Ça ne rapporte pas beaucoup au début, mais c'est un début. » Salvador cligna des yeux. « Tu es sérieux? »« Je ne plaisante pas avec le travail, » dit-elle en lui tendant un tablier. À la tombée de la nuit, ses bras lui faisaient mal et son dos hurlait. Il avait lavé ce qui lui semblait être un millier d'assiettes,
apprit à changer le bac à graisse, sortit 4 sacs poubelles et réussit tant bien que mal à ne pas glisser sur le sol constamment humide de la cuisine. Mais lorsque Géraldine lui tendit un récipient en polystyrène rempli de poisson-chat frit, d'igname et de macaroni au fromage, et y ajouta un pain de maïs supplémentaire, sans raison apparente, il faillit pleurer. « Tu as trouvé un endroit où dormir ?» demanda-t-elle en s'asseyant en face de lui dans le box du coin. « Pas vraiment, » dit Salvador. Elle le regarda de nouveau, cette fois plus lentement, plus pensivement. « Tu n'es pas le premier à arriver ici brisé, ma puce. Tu ne seras pas le dernier. » Elle fouilla dans son sac et en sortit une clé attachée à un fil. « Mon frère possède un vieux garage à l'arrière. Il y a une mezzanine au-dessus avec un lit bébé. Pas très luxueux, pas d'eau chaude. Mais il y a un toit et une porte qui ferment à clé. Le loyer m'aide à gérer cet endroit et à éviter les ennuis. » Salvador prit la clé dans ses mains comme si elle était en or. « On ne peut pas sauver tout le monde, » murmura-t-il à voix basse. Géraldine sourit. « Peut-être pas, mais je peux commencer par une. » Cette nuit-là, Salvador monta l'escalier grinçant jusqu'au grenier au-dessus du garage et regarda par la petite fenêtre donnant sur la ruelle. La lune, basse et pleine, projetait une lumière argentée sur tout ce qui se trouvait en dessous. Il sentait encore une légère odeur de graisse et de sucre sur ses vêtements. Allongé sur le lit, il fixait le plafond, le corps douloureux, mais le cœur étrangement immobile. Il n'avait plus rien. Pas de famille, pas de voiture, pas de maison. Mais pour la première fois de sa vie, il avait l'impression que le sol sous ses pieds ne cherchait pas à s'effondrer. Et c'était tout. 3 mois après le début de sa nouvelle vie, Salvador se réveillait encore avant le lever du soleil. Non pas par habitude, mais par peur. La peur que tout cela n'ait été qu'un rêve. Qu'il ouvrirait les yeux et se retrouverait de retour dans la maison de son père, les murs tachés de ressentiment, les voix aiguisées comme des couteaux, et la peur constante d'être indésirable. Mais chaque matin, le même spectacle l'attendait. Des poutres en bois au-dessus de sa tête, un ventilateur branlant qui fredonnait une mélodie bancale, et la lumière du soleil filant à travers la fenêtre sale du grenier du garage de Géraldine. Et cela signifiait qu'il était toujours libre. Chez Sonny, Salvador n'était plus seulement le plongeur. Géraldine lui avait appris à préparer les repas, à hacher des oignons rapidement sans pleurer, à préparer son chou vert secret avec du cou de dinde fumé et à retourner les crêpes sans les brûler d'un côté. Elle n'était pas facile à complimenter, mais un soir, après le rush, elle lui dit « Ton gruau n'est pas mauvais. » C'était un grand compliment. Il garda la tête basse et le cœur ouvert. Quand Géraldine lui a demandé des nouvelles de sa famille, il lui a donné la version courte, ils m'ont quitté. Et elle n'a jamais insisté. Au lieu de cela, elle lui offrit quelque chose de mieux que de la sympathie et de la confiance. Elle lui donna les clés du restaurant lorsqu'elle devait se rendre aux rendez-vous médicaux de sa sœur. Elle le laissa tenir la caisse sous sa supervision. Elle lui a même appris à parler aux fournisseurs sans passer pour un imbécile. « Tu as un cerveau, ma puce. Mais personne ne t'a jamais laissé la liberté de l'exploiter. » Un mardi après-midi pluvieux, alors que le tonnerre grondait bas dans le ciel, Salvador serpillait près de l'entrée lorsque la porte s'ouvrit et qu'un groupe d'étudiants entra, trempés et bruyants, secouant leurs vestes et riant. C'était la première fois qu'il voyait Kendra. Elle était la seule à ne pas rire. Elle essayait de garder ses cheveux secs sous un parapluie bleu, serrant un épais manuel de médecine contre sa poitrine et scrutant la pièce comme si elle n'avait pas envie d'y être. Son regard était perçant et ses lèvres charnues, et lorsqu'elle croisa enfin le regard de Salvador, ce n'était pas de la séduction qui les animait. C'était de la curiosité. Il se détourna rapidement et se remit à passer la serpillière. Plus tard dans la soirée, alors qu'ils débarrassaient leur table, il trouva son numéro écrit sur une serviette à côté d'un crumble aux pêches à moitié mangé. « Je te vois. Appelle-moi un de ces jours. Kendra. » Il fixa la serviette pendant 5 bonnes minutes avant de la glisser dans sa poche comme si c'était un trésor secret. Leur premier rendez-vous fut maladroit. Il portait une chemise une taille trop grande et l'avait rencontrée dans un café-librairie du coin. Il s'attendait à ce qu'elle fasse marche arrière une fois qu'elle aurait découvert le loft, le travail, le passé. Mais Kendra n'était pas comme ça. « Tu es honnête ?» dit-elle en sirotant son thé. « C'est rare. Mais je ne suis pas impressionnant, répondit-il. « Je ne cherche pas à être impressionné, dit-elle en haussant les épaules. Je cherche à me sentir en sécurité. » Ces mots résonnèrent dans sa poitrine pendant des jours. À mesure que les saisons passaient et que ses mains devenaient plus assurées en cuisine, sa place dans la communauté s'améliorait également.
Géraldine le présenta aux habitués comme mon garçon. On lui apportait des chaussures, des manteaux d'hiver, des livres. Il économisait chaque dollar non dépensé en nourriture ou en factures, et, avec les conseils de Géraldine, il commença à suivre des cours en ligne de gestion de restaurant. N'apprends pas seulement à travailler, lui dit-elle un soir. Apprenez à diriger. Il a écouté. Parce que quand quelqu'un croit enfin en vous, vous ne gâchez pas cette confiance. À la fin de sa deuxième année à Montgomery, Salvador avait pris en charge les opérations du Sonies 3 jours par semaine. Géraldine approchait doucement de la retraite. Un soir, devant un 4 quarts au citron, elle lui dit « Je veux ouvrir un deuxième restaurant. Et je veux que tu le gères. » Il a failli laisser tomber sa fourchette. « Moi? Toi? » confirma-t-elle. « Serious. Tu l'as mérité. Ne laisse pas ton passé te détourner de ton avenir. » Cette nuit-là, Salvador se tenait devant le garage et pleurait doucement sous les étoiles. Non pas par douleur, mais par possibilité. L'ouverture officielle de Sonies House était plus qu'un nouveau départ pour Salvador. C'était la preuve ultime que les personnes brisées ne sont pas obligées de le rester. L'endroit était situé à la périphérie de la ville, près d'un collège communautaire et d'une ancienne épicerie transformée en brocante. Ce n'était pas très glamour, mais Géraldine avait toujours dit « On n'a pas besoin de luxe. Nous avons besoin de familiarité. » Et Salvador l'a compris plus que jamais. Il a peint les murs lui-même, d'un jaune miel chaleureux, comme le restaurant d'origine. Il a composé le menu à la main, vissant chaque planche, maculant l'encre du tableau noir avec ses manches. Et lorsque l'enseigne au néon s'est enfin allumée au crépuscule, annonçant Sonies House, un avant-goût de grâce, il resta 10 minutes sur le trottoir, les bras croisés, à le regarder briller. Ça ne semblait pas réel, mais ça l'était. Kendra était là pour l'ouverture, lui tenant la main tandis que les clients faisaient la queue. À ce moment-là, ils étaient bien plus que deux personnes rencontrées un jour de pluie. Ils étaient partenaires émotionnellement, spirituellement et bientôt légalement. Il la demanda en mariage au printemps suivant, sur le même banc devant la librairie où ils avaient eu leur premier rendez-vous. Ils n'avaient pas encore de bague, juste une promesse scellée par les larmes et la vérité. Elle dit oui avant qu'il ait fini de poser sa question. Ils se marièrent lors d'une simple cérémonie dans leur jardin. Géraldine l'a donné comme une mère l'aurait fait, se tamponnant les yeux en disant « Je ne t'ai pas mis au monde, mais j'ai certainement contribué à ton éducation. » Le personnel des deux restaurants Sonies a cuisiné pour la réception. Salvador portait un costume d'occasion. Kendra portait une robe d'été blanche et ses cheveux étaient relevés par des peignes dorés. C'était parfait. Non pas parce que c'était cher ou luxueux, mais parce que tout le monde dans cet espace l'aimait pour ce qu'il était. Il n'était plus celui qu'il était. Il n'était plus celui à qui il pouvait être utile, mais celui qu'il avait choisi de devenir. Le mariage a changé Salvador en douceur. Il a appris à rester calme, à écouter, à accepter l'amour sans méfiance. Pendant des années, il n'avait connu que l'affection conditionnelle. Mais Kendra lui donnait généreusement la sienne. Quand elle cuisinait, elle laissait de côté les oignons, car il les détestait. Lorsqu'il restait silencieux trop longtemps, elle lui tenait la main sans poser de questions. Quand il faisait des cauchemars, rares maintenant, mais persistants, elle alluma une lampe et murmura « Tu es en sécurité. Tu es là. Tu es à moi. » Ils louèrent une petite maison en briques avec un jardin clôturé et un citronnier devant. Géraldine prit officiellement sa retraite et lui confia la gestion des deux restaurants. Et lorsque Kendra déposa une minuscule paire de chaussures de bébé sur la table de la cuisine un dimanche matin, souriant nerveusement, Salvador tomba à genoux et fondit en larmes. Il n'a pas pleuré par peur. Il a pleuré parce que, pour la première fois de sa vie, il avait quelque chose à perdre. Il a construit la chambre de ses propres mains, choisissant un vert écume de mer pour les murs et dessinant des nuages au pochoir au-dessus du berceau. Il lisait des livres pour bébé entre la gestion des salas. Iris et la planification. Il parlait à sa fille Annette tous les soirs, posant sa main sur le ventre de Kendra et lui murmurant des promesses. « Tu ne te sentiras jamais abandonné. Tu ne te demanderas jamais si tu es à la hauteur. » Je le jure. Quand Naomi Grace est née, Salvador l'a serrée contre lui et a su, au plus profond de son âme, que c'était la famille pour laquelle il était fait. Celle qu'on se crée, pas celle dans laquelle on est. Mais le passé a tendance à ressurgir quand on s'y attend le moins. Un après-midi, alors que le rush du dîner commençait à retomber et que Salvador essuyait le comptoir, son téléphone vibra. Un message d'un numéro inconnu s'afficha.
Sal, c'est papa. Il faut qu'on parle. C'est à propos de ta mère. S'il te plaît. Le texte était affiché sur son écran comme un fil sous tension. Le passé l'appelait. Mais cette fois, Salvador choisirait sa réponse. Le message est resté gravé dans l'esprit de Salvador pendant des jours. Non pas qu'il lui manquait, mais parce que le texte lui était familier. Il s'agit de ta mère. Il l'avait toujours utilisé comme bouclier, comme un écran de fumée. Comme la seule personne capable de ramener Salvador dans le feu, il avait rampé si durement pour s'échapper. Mais Kendra comprit que quelque chose n'allait pas dès qu'elle le vit debout dans la cuisine à 2 heures du matin, les poings serrés, regardant par la fenêtre. Quelqu'un était-il mort? Demanda-t-elle doucement. Il secoua la tête. Pas encore. Elle ne dit rien, s'approcha simplement et le prit dans ses bras. Quoi qu'il en soit, murmura-t-elle, nous l'affronterons ensemble. 3 jours s'étaient écoulés avant qu'il ne réponde au message. Son message était court. Que veux-tu? La réponse est arrivée en quelques minutes. On a du mal. Maman est malade. Alan boit à nouveau. Nous avons besoin d'aide. S'il te plaît, Sal. Il fixa le mot Sal. Avant, on lui lançait ce surnom comme une insulte. Maintenant, c'était une supplication. Kendra s'assit à côté de lui tandis qu'il le lisait à voix haute. Tu crois qu'ils ont changé? Demanda-t-elle. Non, répondit Salvador. Mais moi, si. Il accepta de les rencontrer. Pas chez lui. Ni près de Kendra, ni près de Naomi, ni près de quoi que ce soit de sacré. Il a choisi les lunettes de soleil originales. Son espace. Ses règles. Quand il l'annonça à Géraldine, elle pinça les lèvres et dit « Tu es sûr? J'ai besoin de les voir, dit-il, pour faire la paix avec la part de moi qui en avait besoin. » La soirée était lourde de nuages et de tensions sourdes. Salvador arriva tôt et s'assit à la banquette au fond, à moitié dans l'ombre, face à la porte. Le même stand où il polissait l'argenterie à ses débuts. La porte tenait à l'entrée. Banks avait vieilli d'une manière non seulement physique, mais spirituelle. Ses épaules étaient affaissées, son teint blafard. Il ressemblait à un homme qui s'était tiré d'affaire pendant des années. Alan le suivait, décharné et nerveux, les yeux injectés de sang, dégageant une légère odeur d'alcool éventé. Leur mère, Ruth, entra la dernière, plus maigre que dans ses souvenirs, le visage pâle et fatigué, enveloppé dans un foulard. Ses mains tremblaient légèrement tandis qu'elle serrait son sac à main. « Salvador » souffla-t-elle, la voix craquant comme du papier. Il hocha la tête. Ils s'assirent. Le silence était pesant, rompu seulement par le bourdonnement du ventilateur de plafond et le cliquetis lointain des assiettes dans la cuisine. « On ne savait pas où tu étais, » dit Ruth. « Tu le savais » répondit calmement Salvador. « Tu t'en fichais. On était mort d'inquiétude. Tu m'as laissé sur une aire de repos sans téléphone, sans argent, sans dire au revoir. J'avais 22 ans. » Banks se dandina, mal à l'aise. « On ne pensait pas que tu disparaîtrais. » Salvador laissa échapper un rire amer. « Qu'est-ce que tu pensais que j'allais faire? Te suivre comme un chien errant. On a fait une erreur, » dit Ruth d'une voix tremblante. « On était dépassés. Alan était en difficulté et l'entreprise de ton père était. » « Non, » dit Salvador sèchement. « Ne ramène pas ça à Alan ou à tes affaires. Ce ne sont pas des excuses. C'est une séance de supplication. » Alan frappa la table du poing. « Tu te crois meilleur que nous maintenant? Avec ton stupide restaurant et ta jolie petite vie? » « Non, » dit Salvador. « Je sais que je le suis. » La pièce se tut. Puis Salvador fouilla dans la poche de son manteau et en sortit un chèque. Il la fit glisser sur la table. « C'est exactement le prix qu'il m'aurait fallu pour rentrer chez moi le jour où tu m'as quitté, » dit-il. « C'est donc juste. Un repas. Une nuit au motel. Banks Fixate Edition. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu ne me dois rien. Et je ne te dois absolument rien. Tu es sans cœur, murmura Ruth, les larmes aux yeux. Non, dit doucement Salvador. Je venais enfin d'arrêter de saigner pour des gens qui ne voulaient même pas me proposer un pansement. Il s'éleva. Tu m'as abandonné un jour. Je t'ai pardonné en silence. J'ai construit une vie en ton absence. Et maintenant tu es là, non pas parce que tu m'aimes, mais tu coules. Il les regarda une dernière fois. Tu vas devoir apprendre à nager. Je l'ai fait. Il s'est retourné et est sorti du restaurant sans un regard. Dehors, la pluie s'était mise à tomber, fraîche et rafraîchissante. La voiture de Kendra l'attendait de l'autre côté du parking. Lorsqu'il entra, elle se pencha et l'embrassa sur la tempe. « Ça va » demanda-t-elle.
Il hocha lentement la tête. Oui, et pour la première fois depuis des années, il le pensait vraiment. Des mois passèrent après ce dernier dîner avec ses parents, et ils ne reprirent plus jamais contact. Ni pour les vacances, ni pour les anniversaires. Même pas quand Naomi a eu 2 ans et que sa photo est devenue virale après que Kendra l'a publiée, souriante avec une moustache de lait et ses cheveux en petits chignons. Mais Salvador n'attendait plus cet appel. Il avait déjà enterré le garçon qui avait besoin de leur amour. Ce qui vivait maintenant était un homme, un mari, un père, un bâtisseur de communauté, un homme qui a réussi à s'imposer de toutes ses forces. Sunny South est devenu bien plus qu'un simple restaurant. C'est devenu un sanctuaire. Des jeunes issus de familles brisées franchissaient ses portes à la recherche d'un emploi, et Salvador leur offrait quelque chose de plus grand, la dignité. Il les formait en cuisine, leur apprenait à gérer un budget, à parler aux clients, à garder la tête haute même dans les moments les plus difficiles. L'une d'elles, une jeune fille nommée Rochelle, lui rappelait lui-même à 22 ans, calme, réservée, toujours à la recherche de quelqu'un. Mais après un an chez Sunny, elle riait davantage, restait tard pour passer la serpillière sans qu'on lui demande, et commença même à suivre des cours du soir. « Je n'ai pas de famille, dit-elle un jour. « Tu en as une maintenant ?» répondit Salvador. Et il le pensait vraiment. À la maison, les choses n'ont fait que s'améliorer. Kendra a terminé son internat et a ouvert sa propre clinique juste à côté du restaurant. Ils sont devenus un couple influent dans la communauté, même s'ils ne se sont jamais définis comme tels. Ils ont été présents chaque jour pour ceux qui en avaient besoin. Salut les amis, merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout. N'oubliez pas d'aimer, de commenter et de vous abonner. Au revoir.